Moi, quand j'ai choisi l'hématologie, il y a des collègues qui me demandaient, tu es médecin, qu'est-ce que tu fais au laboratoire? Tu vois? Donc les gens ne savaient pas que l'hématologie clinique existait et qu'il y a des malades qui souffraient des maladies du sang. Et tu te dis, si tu n'es pas là pour le faire, qui va le faire à ta place? Tu vois que maintenant tu fais partie des choisis vraiment pour venir en aide les malades qui sont en détresse, qui souffrent de drépano, qui souffrent de leucémie, qui souffrent de lymphome. Avec les moyens du bord, tu essaies vraiment d'aider. La greffe de moelle osseuse, en tout cas, c'est ce qui est prévu au Sénégal, est destiné aux malades peut-être qui souffrent d'hémopathie maligne. D'accord. Et il y a un type de greffe que nous allons débuter avec ce type-là qui s'appelle autogreffe. Autogreffe, ça dit que c'est le malade qui. On récupère les cellules du malade et puis on le lui injecte. Donc c'est le malade qui est le receveur et qui est le donneur en même temps. Et dans les perspectives, on fera la greffe de moelle osseuse où le donneur n'est pas le malade mais plutôt un membre de la famille ou bien un donneur qui vient comment on l'appelle encore, le donneur volontaire, voilà, quelqu'un qui est volontaire de son sang. Un médecin doit être ouvert, pour ne pas dire un hématologue. Un médecin doit être ouvert, il doit être accessible. Ce n'est pas parce qu'on est des médecins qu'on est les meilleurs, c'est parce qu'on nous a choisi, le bon Dieu nous a choisi pour venir en aide. Pour venir en aide, et quelqu'un qui doit venir en aide doit être accessible. Il doit être accessible, il doit être humble. Et là aussi, pour aimer la spécialité, il faut se donner à fond. Hein. Donc vraiment, il ne faut pas prendre des services, des stages comme étant parfois c'est juste un service, tu es obligé de passer, non. Qu'importe le service, dès que tu passes dans ce service, donne-toi à fond. S'impliquer dans le service. Ça te permet d'avoir un goût et de se dire, je me suis très bien impliqué, j'ai beaucoup appris, mais malheureusement, c'est une spécialité peut-être qui ne me tente pas trop. Au fur et à mesure, on peut se définir. On va faire une sorte de petit jeu. Oui et non. Je vais poser une série de questions sur 1 minute et vous devez répondre par oui ou non. D'accord. Juste oui ou non, le plus rapidement possible. Ok? Oui, on y va. Ok, on y va. Bonjour, docteur Daouda. Oui, bonjour, docteur Hamza. Comment vous allez? Ça va, et bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre audience? Voilà, moi je suis le docteur El Hadj Daouda Niang. Je suis médecin ancien interne des hôpitaux et spécialisé en hématologie, actuellement en tant qu'hématologue à l'hôpital de la Guillaume. D'accord, super. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la médecine? Alors, disons que la médecine, c'est un choix depuis le lycée. Voilà, quand j'étais au lycée, c'est à cette période-là qu'on a une certaine maturité, une petite maturité pour penser à l'avenir, ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut devenir. Et moi, j'avais choisi la médecine, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres chemins qui vous intéressaient? Non, parce que quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup la science de la vie et de la terre. Et dans cette discipline-là, il y avait le monde animal, le monde végétal, mais moi j'aimais beaucoup cette matière et c'était un prolongement pour faire la médecine. Et pour la petite histoire, quand j'ai eu mon bac, au choix, on avait 3 choix, il n'y avait pas à ce stade-là le campus Seine. Donc il fallait faire 3 choix. Moi j'ai choisi la médecine en première, en deuxième, et en troisième lieu j'ai choisi la pharmacie. On m'avait même découragé de ne pas faire un choix dans une seule faculté, mais je me disais la médecine ou rien. Super, ok. Alors, une fois que vous êtes entré en médecine, quels sont les modules qui vous ont particulièrement marqué? Alors, les modules qui m'ont beaucoup marqué, mettons, il y a la sémiologie, d'accord. Il y a aussi l'anatomie qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que dès les premières années de médecine, vous avez déjà un plan de carrière bien établi ou bien vous essayez juste de valider module par module? Oui, au début quand même, surtout quand on vient avec les rumeurs qui circulent, c'est un peu difficile de passer la 3e année de médecine. À ce moment-là, on n'a pas de plan de carrière. Tout ce qu'on voit, c'est de valider et d'avancer. Ok. Alors, comment vous avez préparé le concours d'internat? Alors, mettons, l'internat quand même, à partir de la 3e année, faisait partie des objectifs, parce que c'est à partir de la 3e année où l'étudiant le plus souvent entend parler internat, donc il fallait voir ce que c'était. Et j'avoue que c'est à partir de la 3e année de médecine que j'ai commencé à préparer l'internat. Voilà, donc je voyais les cours, j'étais en contact avec les anciens, et c'est par là que je me suis rendu compte que c'est un concours qu'il faut préparer peut-être un peu trop, en
utilisant une certaine méthodologie. Certes, on ne va pas y aller à fond en troisième année, mais au fur et à mesure, quand même, ça te donne déjà une idée. D'accord, super. Et lorsque vous réussissez le concours, vous savez déjà que vous voulez faire l'hématologie clinique ou bien vous ne savez pas encore? Si, Vous savez déjà. si. Je savais déjà, quand j'ai réussi le concours d'internat, l'hématologie était mon premier choix. Maintenant, il faut le dire, il faut avoir d'autres choix à côté, puisque les choix se font par ordre de mérite. Après, il faut ne pas par ordre de mérite et par ancienneté. Donc, c'est pourrait que des anciens saturent les postes où il y a ton premier choix. Il faut avoir au moins un deuxième choix. Et mon deuxième choix, c'était la pédiatrie. Et en troisième lieu, il y avait l'ORL. Donc, vous avez visité tout ça, 3 services, mais j'étais sûr que plus de 90% des cas devaient rester en hématologie. Super. Mais comment vous avez su que c'est ça que vous vouliez faire? Oui, en fait, l'hématologie, je l'ai choisie parce que c'est une spécialité transversale et c'est une spécialité de recherche. Et voilà, moi j'aime beaucoup la recherche. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que je trouve une spé qui me permet peut-être d'exceller dans ce domaine-là. Et là aussi, j'avoue que quand j'ai eu mon internat, je ne savais pas que la spécialité en tant que telle existait. Pour moi, il fallait faire la médecine interne et puis passer faire la sous-spé hématologie. Et là, je passe un clin d'œil à un ami, le docteur Mamoudouba, qui est actuellement endocrino-métabolique. Docteur Mamoudouba, on a discuté, il m'a dit que la spécialité maintenant existe au Sénégal, parce que moi je voulais faire la médecine interne et puis prendre la spécialité en hématologie. Et c'est lui qui m'a dit qu'effectivement, l'hématologie en tant que telle, tu peux le commencer en première année. Moi, je me suis dit, tant mieux, alors ça tombe bien. Et ce qui m'a permis de ne pas tergiverser et se débuter. Effectivement. Donc, si je comprends bien, vous faites partie des premiers internes en hématologie clinique? Oui, au Sénégal, je fais partie des premières générations. Je pense qu'il y a 2 ou 3 générations avant moi, sachant que la spécialité ne date pas longtemps. Récente, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, comment se passent les premiers jours en tant qu'interne? En tant qu'interne, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. On était étudiants en médecine, on avait l'habitude de suivre derrière. Et là, paf, réussir l'internat, il y a des responsabilités qui viennent, il y a de ces choses qu'on ne te tolère plus. Et tu restes dans cette voie d'excellence. Donc ce n'est pas du tout facile. Hein. Mais il faut le dire, c'est une famille où il y a des anciens qui vont toujours t'accueillir, qui vont te montrer le chemin à suivre. Et au fur et à mesure, on s'adapte. Mais les premiers mois, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Hein. Surtout qu'il faut combiner avec les cours de la fac également. Oui, il faut combiner avec les cours de la fac. L'interne, si vous voulez bien, n'a pas le droit à l'erreur. Donc les gens pensent que en fait, c'est normal. Tu as réussi un concours très dur. Donc tu ne dois pas baisser les bras. À la faculté, on ne va pas te pardonner. Donc tu allies l'hôpital, les études médicales. Voilà. Super. Alors pour que nos spectateurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez expliquer le parcours à faire pour devenir hématologue clinicien? C'est-à-dire le nombre d'années d'études, quels sont les différents services à faire, les évaluations, comment ça se passe? Oui, l'hématologie, comme presque toutes les spécialités médicales au Sénégal, c'est 4 ans pour être hématologue. Et durant ces 4 ans, il y a des stages validants obligatoires. Et parmi ces stages, il y a le nombre d'années à faire en hématologie dans un service d'hématologie. Il y a le stage de laboratoire qui est obligatoire. Donc, il faut faire au moins, si tu es interne, bien sûr, 6 mois au laboratoire pour avoir les bases biologiques de l'hématologie. Ensuite, il y a d'autres services, la médecine interne, l'oncopédiatrie. Voilà, en gros, c'est 4 ans avec des semestres validants, mais les 3/4 sont effectués en service d'hématologie clinique. Ok, super. Voilà. Quelles sont les sous-spécialités qu'on peut faire une fois qu'on est devenu hématologue clinicien? Alors, mettons, pas sous-spécialité en tant que telle, parce que l'hématologie au Sénégal est un peu différente de celle de la France, par exemple. Au Sénégal, on n'est pas encore nombreux. Voilà, donc on est obligé de tout faire, hématologie bénigne comme hématologie maligne. Maintenant, chaque médecin peut avoir sa spécificité, quoi, pour dire, moi je vais faire peut-être plus m'accentuer sur les cancers hématologiques. D'autres peuvent se dire, moi je vais plus m'accentuer sur la drépanocytose. Mais en consultation, on voit tout. Contrairement en France où les hématologues ont des choix, ils peuvent faire uniquement les lymphomes, il y en a d'autres qui font uniquement les myélomes. Mais pourvu que tu es assez d'hématologue, nous on n'est pas encore arrivé à ce stade. Donc on fait tout en même temps. Et c'est quelque chose qui est prévu d'organiser ce cursus de sous-spécialité ou c'est pas encore à l'ordre du jour? C'est pas encore à l'ordre du jour. C'est pas encore à l'ordre du jour.
Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes dans votre parcours qui vous ont conforté dans votre choix de votre spécialité, qui vous ont raffermi? Oui, la première chose, c'est que j'étais pas déçu de mon choix parce que je voulais faire quelque chose et une fois à l'intérieur, je me suis rendu compte que c'était la chose à faire, la chose que j'aimais et j'ai fait de mon maximum pour avoir ce diplôme. Et les choses qui te motivent, c'est que c'était inconnu. Moi, quand j'ai choisi l'hématologie, il y a des collègues qui me demandaient, tu es médecin, qu'est-ce que tu fais au laboratoire? Tu vois? Donc les gens ne savaient pas que l'hématologie clinique existait et qu'il y a des malades qui souffraient des maladies du sang. Oui. Et tu te dis, si tu n'es pas là pour le faire, qui va le faire à ta place? Oui. Tu vois que maintenant tu fais partie des choisis vraiment pour venir en aide les malades qui sont en détresse, qui souffrent de drépano, qui souffrent de leucémie, qui souffrent de lymphome. Avec les moyens du bord, tu essaies vraiment d'aider. Et là, ça te réconforte davantage. Parfois c'est facile, ça passe, parfois c'est difficile, mais il faudrait qu'il y ait des médecins pour le faire. Et ces malades-là, comme tous les autres malades, ont besoin d'avoir un appui psychosocial, un appui médical et des spécialistes. Voilà. Et ça vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, c'est certes lourd comme spécialité, mais ce n'est pas qui veut faire l'hématologie. Et si j'ai la chance d'en faire partie, pourquoi pas? Donc voilà, je me donne à fond. D'accord, super. Est-ce que vous pouvez décrire la journée typique d'un hématologue clinicien? Alors, la journée typique d'un hématologue clinicien, c'est de venir tôt le matin, de faire un staff pour faire le point sur la garde. Donc, le staff, nous, on les débute à 8h30 et de 8h30 à 9h, c'est pour régler quelques détails en attendant la visite. À partir de 9h, soit on est en consultation externe pour voir les malades de la consultation. Si on n'est pas en consultation, on fait la visite des malades qui sont hospitalisés. Et l'après-midi, c'est, si vous voulez, c'est le contre-staff, si je peux le dire ainsi, pour faire le point de la journée, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et quelles sont les perspectives du lendemain. Sinon aussi, on a des staffs thérapeutiques. Donc, par exemple, les mercredis, on discute autour des dossiers des malades qui doivent bénéficier d'une prise en charge collégiale, où chacun doit donner son point de vue pour qu'on puisse prendre le meilleur traitement qui s'y est. En gros, c'est ça. Maintenant, on a d'autres activités, notamment le médulogramme que nous faisons parfois en hospitalisation, mais ici, le plus souvent, on le fait au laboratoire. Et à l'activité de biopsie ostéomédulaire aussi que nous faisons en pratique. Et bientôt, vous allez voir qu'on a d'autres activités qui sont prévues, notamment la cytaphérèse, donc qui consiste à prélever, à faire un échange donc de sang, si vous voulez, en termes simples, qu'on va débuter tout récemment, et aussi la greffe de moelle osseuse, donc qui a vu le jour actuellement au Sénégal, même si on n'a pas encore débuté les premiers malades, mais c'est des objectifs proches. Super. Ok. Donc, vous avez parlé de la greffe de cellules souches. Donc, comment est-ce qu'il est né ce projet ici? Alors, dites-vous que c'est un projet que le gouvernement a bien voulu appuyer sur proposition de nos maîtres et le professeur Fat Samandiaï, qui est actuellement le chef de service, donc, qui a eu ce projet et l'État du Sénégal a bien voulu appuyer en mettant en place ce centre que vous voyez ici, cette unité de greffe de moelle osseuse. Donc c'est de là que c'est parti et c'est pour vraiment soulager les malades, une partie des malades qui prenaient le vol pour aller se faire soigner ailleurs. Ça peut au moins soulager ces patients. D'accord. Et quelles sont les patients qui pourront en bénéficier de cette greffe? Alors, la greffe de moelle osseuse, en tout cas, de ce qui est prévu au Sénégal, est destinée aux malades peut-être qui souffrent d'hémopathie maligne. D'accord. Et il y a un type de greffe que nous allons débuter avec ce type-là qui s'appelle autogreffe. Autogreffe, ça dit que c'est le malade on récupère les cellules du malade et puis on le lui réinjecte. Donc c'est le malade qui est le receveur et qui est le donneur en même temps. Et dans les perspectives, peut-être on fera l'allogreffe de moelle osseuse, où le donneur n'est pas le malade, mais plutôt un membre de la famille ou bien un donneur qui vient comment on l'appelle encore, un donneur volontaire, voilà, quelqu'un qui donne volontairement sa moelle pour qu'on puisse le remettre au malade. Ok, super. Alors, selon vous, quelles sont les qualités que doit posséder un bon hématologue clinicien? Alors, parler des qualités, comme si moi j'avais des qualités. Mais c'est bien sûr. En fait, un médecin doit être ouvert, pour ne pas dire un hématologue. Un médecin doit être ouvert,
il doit être accessible. Ce n'est pas parce qu'on est des médecins qu'on est les meilleurs, c'est parce qu'on nous a choisi, le bon Dieu nous a choisi pour venir en aide. Pour venir en aide, et quelqu'un qui doit venir en aide doit être accessible. Il doit être accessible, il doit être humble. L'humilité est tellement importante parce que le malade qui souffre ou son accompagnant peut être dans des situations de détresse, il peut ne pas se retenir et peut-être peut dire des mots qui dérangent. Mais c'est au médecin vraiment de les prendre à froid et de se dire c'est une situation qui n'est pas du tout normale et demain cet accompagnant ou ce malade va s'en sortir et il va redevenir comme il était auparavant. Donc on doit être accessible, un médecin doit être humble, un médecin doit, si vous voulez, continuer, l'apprentissage doit être continu. Voilà, la médecine c'est ça, c'est pourquoi on dit plus le médecin prend de l'âge, plus il a des compétences parce qu'il a vu beaucoup de choses durant sa pratique et ça c'est tellement important. C'est pourquoi le médecin doit allier études médicales continues, ne pas se dire j'ai eu mon doctorat, j'ai eu ma spécialité, c'est fini. Non, non, on est toujours dans l'apprentissage continu. Le médecin doit être assidu et ça c'est important. Il y a toujours des malades, il y a toujours quelqu'un qui souffre, donc il doit y avoir toujours quelqu'un qui est là pour prendre en charge, si vous voulez, sa maladie. Donc, quelques qualités que moi-même j'essaie de m'infliger, je ferai de mon mieux pour avoir ces qualités dont je parle. Après, il y en a d'autres, hein, peut-être que vous les autres connaissez mieux que moi. D'accord, c'est super déjà. Alors, est-ce que vous avez déjà pratiqué à l'étranger? Oui, j'ai pratiqué à l'étranger, j'ai fait une année en France. Et quelles sont les différences que vous avez remarquées dans l'approche diagnostique et thérapeutique par rapport à nous dans notre contexte? Oui, disons que la France déjà c'est un pays développé et nous on fait partie des pays en voie de développement, donc certainement il y aura des différences. Et le système de santé en France est un peu différent du nôtre. C'est un système qui fonctionne par assurance maladie, où l'État prend presque plus de 70% des soins, alors qu'ici l'État a fait beaucoup d'efforts, mais il reste quand même, parce que jusqu'à présent la part des ménages quand même est importante. Cela dit, c'est normal que l'approche diagnostique soit différente. Les explorations sont accessibles en France, alors qu'ici, pour payer une IRM, ça demande beaucoup de moyens. Pour faire une intervention chirurgicale, ça demande beaucoup de moyens. D'autant plus vrai qu'il y a des spécialités ou bien des sous-spécialités qui n'existent pas encore au Sénégal, où on a besoin d'évacuer les malades. Donc c'est un peu la différence. Sinon, je trouve que en termes de qualité personnelle, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Vraiment, les médecins d'ici méritent quand même une certaine reconnaissance. Et il faudrait que l'État du Sénégal nous accompagne. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans notre médecine et heureusement l'État du Sénégal l'a compris et on a vu les avancées qui se sont faites durant les 10 ou 15 dernières années avec beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de perspectives et on appelle à ce nouveau gouvernement, si vous voulez, à maintenir sa cap et pour qu'on puisse dépasser là où on est actuellement. Super, super. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au cours de votre pratique quotidienne? Oui, les difficultés ne peuvent pas manquer. Et les difficultés, comme je l'ai dit, parfois on a du mal à pratiquer notre médecine comme on le souhaite. Ce n'est pas de la faute des malades, mais c'est le contexte habituel, c'est le contexte actuel dans lequel on vit. On demande parfois des explorations que les malades ne peuvent pas honorer. Et vous savez que la médecine, il y a une part clinique importante, mais il y a une part d'exploration aussi qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc si les explorations ne sont pas accessibles pour le malade, ça va être très difficile d'avoir des résultats escomptés. L'autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est la disponibilité et l'accessibilité de certains moyens thérapeutiques. Et là aussi, j'en veux pour preuve, actuellement, il y a une disponibilité et une gratuité des molécules de chimiothérapie qui est une avancée très nette à magnifier de la part de l'État et du ministère de la Santé. Mais de l'autre côté, il y a des molécules qui restent jusqu'à présent chères et il y a des molécules qui ne sont pas accessibles. Et pour réussir à faire une bonne médecine, il faut la disponibilité des explorations, les rendre accessibles. Il faut aussi que les médicaments soient accessibles et que leur coût aussi soit vu à la baisse. Sinon, on fera de notre mieux. De toute façon,
on doit traiter, on doit soigner. Après, voilà, le reste peut-être va venir. D'accord, super. Donc là, avant de finir, on va faire un petit jeu. Oui. Oui, moi. Je vais poser une série de questions sur 1 minute Oui. et vous devez répondre par oui ou non. D'accord. Juste oui ou non, le plus rapidement possible. Ok? Oui, on y va. Ok, on y va. Donc, les hématologues sont plus intelligents que la moyenne. Oui. Vous avez déjà eu des trous de mémoire pendant une visite. Oui. Vous êtes déjà allé à un examen sans apprendre les cours. Non. Si vous n'aviez pas choisi l'hématologie, vous seriez cancérologue. Non. Si vous n'étiez pas médecin, vous seriez philosophe. Non. Est-ce que vous voudrez faire la médecine toute votre vie? Oui. Les médecins sont suffisamment bien payés. Non. Un jour, on pourra soigner le cancer aussi facilement qu'on soigne un rhume. Oui. L'intelligence artificielle remplacera un jour les médecins. Non. Les médecins sont compétents dans leur domaine, mais plutôt ignorants dans les autres domaines de la vie. Oui. Les films et les séries sont une perte de temps. Non. Les mangas sont une perte de temps. Non. Si on vous propose d'être l'acteur principal d'une série, comme Dr House, vous seriez d'accord? Non. Vous donnez parfois des conseils à vos patients que vous-même vous ne suivez pas. Oui. Lorsque la raison et le cœur sont en conflit, vous préférez suivre votre raison. Oui. La médecine, ça passe vite. Oui. Dernière question. Les internes réfléchissent, les chirurgiens agissent. Non. Non. D'accord, super. Alors, on va terminer avec une dernière question. C'est la question classique sur la chaîne pour ceux qui nous suivent. Quels sont vos conseils pour les étudiants en médecine qui nous écoutent et qui ne savent pas encore quelle spécialité ils vont faire? Comment, selon vous, on choisit la bonne spécialité? Alors, pour choisir la bonne spécialité, déjà, il faut écouter son cœur. Comme je dis, moi, je n'influence personne sur son choix de spécialité parce que c'est une vie. Dès qu'on entre dans une spécialité, en tout cas si on termine cette spécialité, on est appelé à pratiquer cette spécialité ad vitam, comme on le dit. Donc, si je t'influence aujourd'hui à faire l'hématologie et que demain tu ne veux pas l'hématologie, tu vas m'en vouloir. Ouais. Donc, du coup, il faut écouter son cœur. Et pour moi, les stages médicaux sont des moments importants pour voir et pouvoir orienter son choix. On fait la pneumologie, on fait l'hématologie, on fait la médecine interne, la chirurgie. Et donc, dans chaque spécialité, et là aussi, pour aimer la spécialité, il faut se donner à fond. Donc, vraiment, il ne faut pas prendre des services, des stages comme étant, parfois, bon, c'est juste un service, tu es obligé de passer, non. Qu'importe le service, dès que tu passes dans ce service, donne-toi à fond. S'impliquer dans le service. Ça te permet d'avoir un goût et de se dire, je me suis très bien impliqué, j'ai beaucoup appris, mais malheureusement, c'est une spécialité peut-être qui ne me tente pas trop. Au fur et à mesure, on peut se définir. Voilà. Donc, le choix de la spécialité n'est jamais facile. Mais c'est un choix personnel, encore une fois. Et choisissez ce que vous voulez faire dans votre vie. Et il y a beaucoup de formations parallèles à côté. Pourquoi pas? Voilà. Et ne pas se dire, si ce n'est pas telle spécialité, c'est foutu. Non. Un médecin ne doit pas réfléchir. Il doit avoir en tout cas beaucoup de choix. En tout cas, merci beaucoup de votre C'est moi qui vous C'était très pertinent. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on se dit à la prochaine, peut-être pour une autre interview. Inch'Allah. Ok, bonne journée. Merci beaucoup, docteur.